Bon, merci, bienvenue à tout le monde. Il s'agit de la première séance d'audition des opinions de l'exercice de participation publique mené par l'Office de participation publique de Longueuil. Et le sujet, c'est l'encadrement des feux extérieurs et des foyers intérieurs résidentiels. Donc, à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette séance. Euh, J'espère que tout va bien se dérouler. Dès le départ, je vous demanderai, si possible, d'éliminer si vous avez des bruits ambiants ou des sonneries de téléphone, de manière à ne pas déranger les délibérations. Autre point d'intendance, cette séance se déroulera en français. Toutefois, s'il y en a qui veulent s'exprimer en anglais, ils pourront le faire. Nous avons un intervenant qui doit exprimer une opinion devant la commission. Par ailleurs, il est possible que des membres du public demandent à se joindre à cette séance Zoom et le cas échéant, ils seront admis. This session will be conducted in French, but if you wish to address the Commission in English, you are welcome to do so. I remind you, however, that this is a dialogue between the person who is expressing his opinion and the members of the Commission. Je m'appelle Marguerite Bourgeois. Donc, le Conseil de la Ville de Longueuil m'a nommé commissaire à l'Office de participation publique et la présidente de l'Office, Mme Julie Caron-Malenfant, m'a confié la présidence de cette commission. Je suis épaulée par mon collègue Jean Paré, également commissaire pour l'Office de participation publique de Longueuil. Nous sommes appuyés dans nos travaux par Élise No, qui est responsable de la participation publique, et Victoria Figueroa Tamayo, qui est analyste stagiaire. La commission, ou les commissaires plutôt, tout comme les employés de l'Office, ne sont ni élus ni des employés de la Ville de Longueuil. L'Office de participation publique de Longueuil est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de concevoir et mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil. L'Office reçoit ses mandats du comité exécutif ou du conseil de ville. Le 15 novembre 2022, le conseil ordinaire de la ville de Longueuil a mandaté l'Office afin qu'il tienne des activités participatives auprès de la population de la ville de Longueuil sur l'encadrement des feux extérieurs et des foyers intérieurs résidentiels sur le territoire de chacun des 3 arrondissements. Plusieurs activités ont déjà eu lieu. Le dossier documentaire est disponible sur le site web de l'Office depuis le mois de décembre 2022. Un forum public d'experts sur les feux et la qualité de l'air a eu lieu le 24 janvier 2023. Et nous avons tenu 3 séances d'information entre le 7 et le 21 février de cette année. La documentation relative à chacune des activités ainsi que les vidéos sont disponibles dans le dossier documentaire. Au nom de mes collègues de l'Office, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de la consultation. Nous sommes réunis cet après-midi pour entendre les citoyennes et citoyens ainsi que les groupes et organismes qui se sont inscrits pour donner leur opinion. Sachez que plus de 300 personnes ont envoyé leur point de vue à la commission. Nous entendrons 5 personnes aujourd'hui et les autres intervenants pourront se manifester lors de 3 autres séances qui sont prévues dans les jours à venir. Les opinions présentées s'ajoutent aux autres contributions soumises par écrit. Je vous rappelle par ailleurs que les vidéos des séances d'audition des opinions et les opinions écrites seront déposées dans le dossier documentaire dans les meilleurs délais après la date limite du 24 mars. Le dossier documentaire est disponible en tout temps sur le site web de l'Office. Je vous invite donc, si vous avez d'autres opinions à formuler, n'hésitez pas à retourner et à vous exprimer sur le site de l'Office. Alors, voyons maintenant ce qu'il en est du déroulement de la séance de cet après-midi. Chaque intervenant disposera d'une période de 10 minutes pour exposer son opinion, après quoi la commission prendra 10 minutes pour échanger avec celui-ci ou celle-ci.
Comme il est de coutume en matière de consultation publique, si, pour une raison ou pour une autre, des inexactitudes se glissaient dans les interventions, les représentants de la ville de Longueuil qui sont dans la salle pour vous entendre pourront user de leur droit de rectification. Il s'agit de rectifier les faits uniquement. Enfin, comme vous le savez déjà, la Commission tient à ce que le climat des échange demeure serein. Les propos malveillants ou les interventions portant atteinte aux droits fondamentaux ou encore à la réputation des personnes ne seront pas acceptées. L'Office a développé une charte d'engagement qui met en évidence les comportements encouragés lorsque vous intervenez dans l'une ou l'autre de ces activités. Ainsi, l'Office vous encourage à prendre connaissance de l'information mise à votre disposition par l'Office, utiliser les moyens mis en place par l'Office pour participer et vous exprimer. On vous invite à vous exprimer de manière efficace et concise, à répondre aux idées plutôt qu'aux personnes et surtout à respecter le temps de parole qui vous est alloué. Finalement, on vous demande de privilégier la recherche de l'intérêt collectif dans l'ensemble de vos interventions. La charte d'engagement est disponible sur le site web de l'Office ainsi que directement auprès des membres de l'Office si vous souhaitez vous adresser à eux ou téléphoner à l'Office. À la suite des 4 séances d'audition des opinions, la Commission procédera à l'analyse des opinions et de l'information qui lui ont été soumises. Elle en fera un rapport et formulera des recommandations. La présidente de l'Office soumettra le rapport aux élus et le rapport sera rendu public 2 semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative. Les décisions finales appartiennent effectivement aux élus. J'appellerai donc, pour démarrer la séance, M. Jean-Bernard Drapeau. Je vous invite à ouvrir votre micro et à prendre la parole. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un partage de documents. Bienvenue, M. Drapeau. Bonjour, merci beaucoup. Oui, j'ai commencé par un partage d'écran. Ah, on me dit que l'host ne me permet pas de partager mon écran. J'ai un petit message, peut-être que... Peut-être que je crois que notre technicienne, c'est Mme No. Au niveau à côté du partage d'écran, il y a un chevron et il faut cliquer sur permettre le partage d'écran par les autres participants. Ah, voilà, ça fonctionne. Merci. Voyez-vous mon écran? Oui. Parfait, je vais donc mettre en... Voilà. Donc, mon nom est Jean-Bernard Drapeau. Je suis professionnel à la Direction de santé publique de la Montérégie. Ça fait plaisir aujourd'hui de présenter le mémoire de la Direction de santé publique de la Montérégie sur la sur la consultation là, actuelle. Je vais juste spécifier que ma présentation va porter là, spécifiquement sur les feux de bois. Si on commence par la situation à Longueuil, eh bien, en fait, il n'y a pas tant de données sur la situation locale à Longueuil sur les feux de bois. Ce qu'on sait par contre, là, c'est que la proportion des ménages donc, qui ont un appareil de combustion en Montérégie, non pas à Longueuil, là, c'est environ de 22 %, ce qui est semblable à la moyenne aussi au Québec. Par contre, cette moyenne-là est 2 fois plus élevée que sur l'île de Montréal. Quant à la précision, à savoir est-ce que les gens utilisent ces appareils de combustion-là de façon comme chauffage principal ou plutôt d'appoint, on n'a pas de données là-dessus. On ne sait pas non plus, par exemple, pour les feux de foyer extérieurs, plus de loisirs, je dirais, là. Est-ce que c'est une généralité sur le territoire de Longueuil ou plutôt une exception? On n'a pas non plus. Excusez-moi, monsieur Drapeau, oui, je me permets d'interrompre parce que oui. je veux vous suivre. On parle des appareils de combustion bois. Vous parlez de combustion bois d'usage à l'intérieur à ce moment-là et non pas à l'extérieur, c'est ça? Enfin, on parle des deux. Si on parle pour le chauffage au bois, on est à l'intérieur. Quand je parle de feu de foyer extérieur, plus villégiature ou plus de loisirs, on est à l'extérieur. Mais le 22 %, donc, c'est intérieur. Pour ça, c'était à l'intérieur, oui, excusez-moi, à l'intérieur. C'est pour le chauffage au bois intérieur. 22 %. Donc, vous entendez à ce moment-là un foyer de maçonnerie ou un foyer à combustion lente ou un appareil quelconque. Exactement, oui, sans précision. Okay. Oui. OK. Merci, excusez de vous avoir interrompu. Ça va. Ensuite, on a un territoire diversifié à Longueuil. Ce que j'entends par là, c'est qu'en moyenne, on parle de territoire quand même d'une haute densité, mais on sait qu'il y a des endroits comme le Vieux-Longueuil où c'est beaucoup plus dense que certaines parties de Saint-Hubert. Donc, il peut y avoir une disparité là aussi sur le territoire.
Le principal enjeu des feux de bois pour la santé, c'est que l'émission de polluants dans l'air quand on fait brûler du bois. Il y a plusieurs contaminants qui sont émis dans l'air, mais je vais parler surtout des particules fines parce que c'est une source importante au Québec, le chauffage au bois, pour les particules fines. C'est d'ailleurs la deuxième source la plus importante là, au Québec. Ceci dit, on ne comprend pas encore bien la relation entre ce qui est émis dans l'air, exemple pour le chauffage au bois, versus ce qu'on retrouve vraiment dans l'air, ou plutôt ce que les gens respirent. Ceci dit, à la ville de Montréal, là, eux, ils se sont rendus compte que les quartiers où il y avait une plus grande proportion de chauffage au bois, ben, les concentrations, là, surtout l'hiver, la nuit ou la soirée, étaient plus élevées de particules fines que d'autres quartiers à Montréal, par exemple. Ceci dit, il y a des facteurs qui vont influencer cette relation-là. Évidemment, il n'y a pas juste le chauffage au bois qui émet des particules fines, il y a d'autres sources. On peut penser au transport notamment, et les conditions météo. On sait que quand il n'y a pas de vent, et ça arrive souvent les soirées d'hiver, bien les polluants peuvent plus s'accumuler. Maintenant, si on parle plus spécifiquement des feux de foyer extérieurs, plus récréatifs, en fait, à notre connaissance, il n'y a aucune donnée à savoir c'est quoi l'impact de ces feux extérieurs-là sur la qualité de l'air. Donc, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Tout ce qu'on a, c'est une étude qui date quand même de plusieurs années, là, qui avait été faite dans un camping de la CEPAC, où on avait mesuré là, des concentrations parfois très élevées de particules fines le soir. Encore là, on ne peut pas comparer nécessairement un camping à la ville de Longueuil. Ces campings-là sont réputés pour avoir plusieurs feux qui brûlent parfois en même temps. Souvent, les soirées sont chaudes, il n'y a pas de vent non plus. Il y a des arbres qui limitent la dispersion atmosphérique. Donc, toutes les conditions sont réunies pour avoir des concentrations probablement plus élevées. Maintenant, pourquoi on parle des particules fines? Ben, c'est qu'ils ont un impact sur la santé. De manière générale, hein, les particules fines ne sont pas spécifiques au chauffage au bois. De manière générale, les particules fines ont un impact sur la santé, soit à court terme, donc ils peuvent aggraver certaines conditions de santé sous-jacentes. On a qu'à penser à l'asthme, l'emphysème, les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, etc. On sait aussi qu'à moyen ou à long terme, l'exposition aux particules fines est associée au développement de maladies comme l'asthme, comme les maladies pulmonaires obstructives chroniques, qu'on appelle les MPOC, l'insuffisance cardiaque et aussi le cancer. On parle beaucoup d'effets à la santé, mais on peut aussi parler de qualité de vie qui peut être associée à la fumée, là, la fumée qui est associée au feu de bois. Ben, cette fumée-là peut causer des odeurs qui peuvent être plus ou moins désagréables là, selon notre tolérance. Et pour même causer une certaine gêne à pratiquer certaines activités à l'extérieur, comme par exemple la marche ou la course à pied, quand, par exemple, il y avait beaucoup de chauffage au bois dans un quartier. Si on pense un petit peu plus au feu extérieur, on peut penser aussi aux nuages de fumée qui peuvent créer des nuisances. Ça pourrait empêcher certaines personnes de pratiquer des activités l'été à l'extérieur, comme de manger à l'extérieur ou même forcer à fermer les fenêtres, par exemple. Puis encore là, on parle plus de nuisances, mais pour les gens plus vulnérables, qui ont des conditions de santé sous-jacentes, eh bien, là, on parle plus juste de nuisances, mais on peut vraiment augmenter là, ces problèmes de santé. Donc, il y a des raisons de vouloir réglementer l'utilisation des feux de bois. Je dirais que pour nous, à la santé publique, la première, c'est une approche de primauté de la santé. C'est notre mission de veiller à ce que notre population soit en santé. On sait que tout gain sur la qualité de l'air extérieur mène à un gain sur la santé. On parle aussi de protéger les gens qui n'utilisent pas les feux de bois. Malheureusement, hein, même ceux qui n'en ont pas ben, subissent la fumée de ceux qui les utilisent. Et les personnes plus vulnérables, on en a parlé déjà, c'est encore pire pour eux. La réduction à la source, donc de réduire ces émissions-là de fumée ou de particules fines de pollution, ben, c'est une stratégie d'intervention prioritaire en santé publique. Réduire à la source demeure l'idéal. Et aussi, bien, on est bien conscient qu'il y a d'autres alternatives moins polluantes qui existent pour se chauffer ou même pour l'ambiance. Évidemment, l'électricité, je pense que tout le monde est bien conscient qu'à Longueuil et même au Québec, pas mal tout le monde a accès à l'électricité pour se chauffer ou pour un foyer électrique pour la plaisance. Et aussi, sinon, à l'extérieur, un foyer extérieur au gaz serait moins polluant qu'un foyer au bois, par exemple. Il y a par contre aussi des potentiels effets négatifs à réglementer sur la question. Eh bien, le chauffage d'appoint au bois est un précieux allié lors d'une panne de courant majeure. On sait que c'est déjà arrivé en Montérégie, on n'a qu'à penser à la crise du verglas. Ben, les gens qui avaient un deuxième système d'appoint, ils étaient beaucoup avantagés par rapport aux autres.
Il y a des enjeux économiques aussi pour certains. Quelqu'un qui a accès à une ressource de bois économique, de qualité économique, pour elle, pourrait avoir un enjeu à passer à l'électricité complètement, par exemple. Il y a des coûts aussi à la mise à niveau des appareils de combustion, que si on parle de poêle ou de foyer, peu importe, il y a des coûts à ça. Et notre population qui est plus défavorisée, elle, voit ça comme un plus grand enjeu. Pour nous, c'est une question d'inégalité aussi. Et finalement, il y a une certaine perte de jouissance rattachée à l'attachement culturel que certains ont, par exemple, pour les feux de bois en général. Maintenant, il y a des défis aussi à une réglementation. Sur quoi devrait-on réglementer? Actuellement, les connaissances semblent pointer vers le chauffage au bois, qui a un plus grand impact sur la qualité de l'air que les feux à l'extérieur, par exemple. Quoique les données ne sont pas très nombreuses à ce sujet-là. Et ceci, on le dit, hein, ces feux de foyer extérieur-là peuvent aussi causer des nuisances et des impacts santé pour les gens plus vulnérables. Maintenant, on pourrait dire aussi, est-ce qu'on doit réglementer mur à mur sur le territoire de Longueuil ou devrait-on le faire de côté plus modulé selon l'arrondissement, par exemple? Ben, il y a des défis à le faire, ça aussi. Sur quoi on se base, par exemple? Est-ce qu'on prend la densité de population comme critère? Si on fait ça, il y a une confusion possible pour les citoyens, à savoir, ben, moi, j'ai le droit à un certain arrondissement, celui à côté, lui, n'a pas le droit. Puis finalement, je dirais le principal aussi, c'est que la pollution ou la fumée n'a pas de frontière géographique. Donc, un arrondissement qui, lui, se verrait interdire l'utilisation des feux de bois pourrait quand même subir l'impact de l'autre arrondissement à côté pour qui c'est permis. Maintenant, il y a toute une panoplie d'options de réglementation qui sont possibles. On peut aller de complètement interdire, peu importe de quoi on parle, à moduler, exemple, le chauffage au bois selon la densité ou les feux extérieurs aussi, par quartier, un peu comme je parlais. Si on pense spécifiquement au chauffage au bois, on pourrait aller par des normes de performance, donc des normes d'efficacité, de combustion. On peut penser à la certification EPA, par exemple. On pourrait aller par des périodes d'interdiction aussi. Par exemple, quand on annonce des avertissements de smog, on pourrait interdire d'utiliser ces appareils-là de chauffage au bois. Et aussi, est-ce qu'on constate des exceptions? Par exemple, quand on parlait de temps de courant majeur, on pourrait permettre aux gens qui seraient non conformes de l'utiliser pour des cas d'urgence. Quand on regarde les feux de foyer extérieurs, plus spécifiquement, on pourrait aussi légiférer sur les matières qui sont permises. Exemple, interdire tout bois qui serait traité, de ne pas brûler des déchets, évidemment, etc. On pourrait aussi aller pour un horaire d'alternance selon l'adresse, par exemple, ou des journées sans feu complètement. Ce sont des exemples ici. Au final, la question des feux de bois, quoique un vieux sujet, demeure d'actualité. Je pense que la consultation publique en est la preuve là aujourd'hui. Ce qui est connu, c'est qu'on sait que la combustion du bois émet des polluants dans l'air, et notamment les particules fines en quand même bonne quantité, et se sont reconnus pour impacter la santé. Il est aussi reconnu que le chauffage au bois est le principal contributeur aux jours de smog l'hiver. Et le smog aussi a un impact sur la santé, bien évidemment. Et que réduire les niveaux de polluants atmosphériques ne peut qu'avoir des bénéfices sur la santé. Ce qui est moins connu, par exemple, comme je le disais, c'est la relation entre qu'est-ce qui est émis et ce qu'on respire actuellement. Et aussi l'ampleur de l'amélioration de la qualité de l'air extérieur qu'on irait chercher, par exemple, en réglementant. Ceci dit, quand on considère les bénéfices et les inconvénients d'une réglementation sur les feux de bois, la Direction de santé publique de la Montérégie est favorable à un plus grand encadrement sur l'utilisation des feux de bois, feux de foyer et feux extérieurs, récréatifs, les deux, pour protéger la santé de la population et aussi pour diminuer les nuisances. Je vous remercie et période de questions, Sylviana. Je vais inviter mon collègue commissaire Jean Paré à y aller de ses questions et je poserai les miennes par la suite. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Drapeau, pour votre présentation. Dans un premier temps, j'aimerais vous amener sur les différentes variétés de bois dont il peut être question, qui peut être englobé sous la notion de bois de combustion. Je veux dire par là qu'il y a évidemment les bûches habituelles qu'on fait livrer chez soi sous forme de cordes de bois. Mais il se vend aussi des bûches dites écologiques. Et par ailleurs, s'agissant de la cuisson, mettons, à l'extérieur, le hibachi traditionnel ou le foyer barbecue traditionnel utilise assez souvent des bûchettes ou du charbon de bois, des choses comme ça. Est-ce que ces différentes sortes ou des
définitions du bois ont des impacts différents en termes d'émissions de particules fines? Je vais vous répondre que je ne suis pas expert sur la question des différents combustibles. Ceci dit, il y a déjà eu une réflexion, ou en tout cas, je sais que pendant un certain temps, on pensait que les bûches écologiques, les petites bûchettes là, agglomérées, causaient moins de problèmes que les bûches traditionnelles. Ceci dit, je suis plus certain que c'est réellement le cas. Je pense qu'il y a encore des connaissances à acquérir à ce niveau-là. Et si c'est déjà statué, je pourrais pas vous confirmer là, de source sûre. Pour ce qui est du fameux Hibachi, je pourrais pas vous dire. Ceci dit, tout ce qui est combustion ou ce qu'on voit de la fumée, ça émet des polluants, dont les particules fines. Ce qui est moins connu, ou ce que moi je ne connais pas, c'est quel est l'impact de ces différentes sources-là, par exemple, versus un chauffage au bois, dur à dire. Mais le chauffage au bois, c'est le plus documenté, donc c'est celui qu'on connaît le plus, et on sait que ça a un impact quand même le notable. Pour les autres, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Vous avez fait une distinction entre les foyers intérieurs. D'ailleurs, vous avez précisé ce que vous entendiez par là en réponse à l'intervention de ma collègue, la présidente. Et j'ai compris de vos propos que ce qui était documenté ou qui semblait être étudié, c'est les variations dans la qualité de l'air attribuables aux émissions des foyers intérieurs. Est-ce à dire à ce moment-là que s'il y a des mesures qui sont faites dans un environnement où il y a aussi des feux extérieurs, on ne fait pas la distinction, ou est-ce que c'est parce que les foyers vont servir essentiellement en hiver alors qu'un feu extérieur, il y a plus de chances qu'il se fasse à l'extérieur, ou encore que les quartiers, districts où il va y avoir l'utilisation des foyers ne sont pas les mêmes que ceux où on va faire des feux extérieurs. Autrement dit, est-ce qu'il y a moyen de démêler un petit peu les impacts différenciés des feux intérieurs et des feux extérieurs? Bon, je pense que la réponse la plus plate et peut-être la plus facile, c'est qu'il y a juste eu peu d'études qui ont été faites extérieures. L'ensemble des études, en tout cas comme moi, celles que je connais, ont été faites pour le chauffage résidentiel. Donc, ça se passe l'hiver. Et je pense qu'une des raisons aussi pour ça, c'est que le chauffage au bois est probablement plus populaire que le feu extérieur. Surtout l'hiver. Les gens qui ont un chauffage d'appoint, un chauffage au bois l'hiver, sont plus susceptibles de l'utiliser en même temps, exemple, quand il y a des grands froids, qu'un feu extérieur qui est un peu plus anecdotique. Quelqu'un peut décider de faire un feu extérieur pour le plaisir. Ça ne veut pas dire que les 15-20 voisins autour vont le faire en même temps. Je pense que la première réponse, c'est que les études disponibles sont sur le chauffage résidentiel. Puis je pense qu'une question aussi de faisabilité, comme c'est plus disparate, selon moi, les feux extérieurs, c'est moins étudié. Donc, on a moins de connaissances dessus. D'accord. Ma dernière question, M. Drapeau, est-ce que dans cette matière-là, la DSP, la Direction de la santé publique, est appelée à intervenir à un titre ou à un autre, soit pour faire des constats ou contribuer à des constats, soit pour, je ne sais pas, conseiller à une autorité d'intervenir ou de décréter un état d'urgence. Je vais assez loin là, en disant ça, mais enfin, j'aimerais ça que vous nous situiez le rôle de la DSP par rapport à une problématique comme celle-ci. C'est une bonne question. La réponse n'est pas nécessairement simple. Exemple, si on prend spécifiquement là, les feux de bois, actuellement, c'est vraiment une juridiction qui est municipale. Donc, chaque ville a le pouvoir de décider ou non de réglementer. Nous, notre rôle à la santé publique, c'est de comprendre l'impact des facteurs, en tout cas de mon côté, en santé environnementale, l'impact des facteurs environnementaux sur la santé humaine. Le chauffage au bois en est un parmi tant d'autres. Et notre rôle, un peu qu'on vient faire aujourd'hui, c'est de venir expliquer l'impact de ces facteurs-là, comme on le fait actuellement. Mais on n'a pas nécessairement pouvoir d'agir et ça dépend toujours de la problématique. Mais dans ce cas-ci, on est beaucoup plus dans le conseil, dans les représentations, sensibilisation, que dans la législation, par exemple. D'accord. Ça fait le tour de mes questions, M. Drapeau. Madame la Présidente, Merci. je vous retourne la parole. Merci beaucoup. Peut-être que vous pouvez me montrer votre avant-dernière diapositive. Bien Je sûr. dois vérifier si ma question est toujours pertinente. OK, c'est ça. Ce qui est moins connu, la relation entre émissions
et concentration de polluants. Alors, voilà quelque chose qui me laisse un petit peu perplexe. Je ne sais pas si vous pourriez élaborer sur cette phrase-là. Oui, tout à fait. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est une chose d'émettre des polluants dans l'air et c'en est une autre de connaître quel sera son devenir. C'est-à-dire, est-ce que ces polluants-là iront haut dans l'atmosphère pour se diluer et être chassés par le vent ou vont plutôt rester, par exemple, au sol et donc à hauteur d'homme et donc exposer une population. Pourquoi on dit que c'est pas encore bien connu? C'est que beaucoup de facteurs qui viennent jouer dans cette relation-là. J'ai parlé de météo, c'est probablement le plus grand facteur. S'il y a du vent, le fait d'émettre à la cheminée est moins un problème que s'il n'y a pas de vent. L'hiver, on parle beaucoup de jours de smog l'hiver. En général, il y a plus de smog l'hiver que l'été. Et on dit souvent que le chauffage au bois est en bonne partie responsable de ces jours de smog-là. Pourquoi? C'est que l'hiver, il y a des inversions thermiques. Et là, je ne suis pas expert météorologue non plus, là, mais disons juste que c'est des conditions spécifiques en hiver qui font que les polluants vont rester plus trappés, c'est pas le bon terme, là, vont rester emprisonnés plus au niveau du sol, donc disponible pour être respiré, ce qui est évidemment pas une bonne chose. Donc, c'est là où c'est pas parce qu'on émet une quantité qu'on respire cette quantité. C'est un peu comme ça que je pourrais le vulgariser. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. OK. Donc, on sait qu'il y a différents types de foyers et il y a différents types de combustibles. Est-ce que vous avez des données sur justement les impacts, la différenciation, soit par type de foyer ou par type de combustible? Bon, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment pas expert sur les combustibles. De manière générale, ce que je peux dire par contre, un bois qui est sec, un bois franc, bien séché, naturel, donc il n'y aurait pas eu de traitement pour la pourriture, par exemple, qui n'aurait pas eu de traitement plus chimique, va émettre moins de particules qu'un bois qui est, par exemple, humide, de moins bonne qualité ou qui aurait été traité. Ça, c'est de manière générale. On peut dire ça sans trop se tromper. Ensuite, entre une bûche écologique et une bûche traditionnelle, je ne pourrais pas vous répondre. Je sais qu'il y a une question qui a déjà été posée là-dessus. Je ne connais pas la réponse. Mais oui, évidemment, la nature du combustible peut moduler. Ceci dit, une combustion par le feu est toujours incomplète et c'est ce qui cause des émissions. Donc, ça peut être moins pire et ça reste à déterminer, mais il y aura tout de même probablement des émissions selon le combustible. Tout à l'heure, je parlais pour l'effet extérieur. C'est pour ça qu'on disait, premièrement, ne pas brûler de déchets. Si on brûle des plastiques, l'émission de produits chimiques va être pire qu'un bois naturel, par exemple, ou un bois traité, de manière générale. Ensuite, entre les appareils, encore là, je suis loin d'être expert, mais on sait que certains appareils ont une certification, comme je disais tout à l'heure, de performance. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait d'exiger un certain niveau de performance pour un appareil. Ceci dit, c'est toujours pas parfait. Il y aura quand même des émissions, mais elles peuvent être moindres qu'un appareil plus vieux, datant, qui est pas non plus en règle. Ça, c'est autre chose. Il y a une question d'entretien aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de facteurs qui viennent moduler les émissions de polluants. Également, pourriez-vous me remontrer merci. Est-ce que vous pourriez me remontrer la diapo avec vos recommandations? Oui. Okay. Notre position? Oui. Des feux du foyer. Alors, vous dites ici, vous êtes favorable à un plus grand encadrement de l'utilisation des feux de foyer et feux extérieurs récréatifs. Donc, pour les feux de foyer, on comprend que c'est parce que, on est plutôt en hiver, c'est du smog, c'est là qu'ils sont utilisés. Donc, dans le cas des feux de foyer, j'entends un gros message, si on veut, protection de la santé publique, particules. Mais pour les feux extérieurs récréatifs, est-ce que j'ai peut-être moins manqué la force de votre argumentation là, sur le plan de la santé? Vous avez semblé indiquer qu'il y avait peut-être moins de données. Est-ce que ça vous dérangerait de peut-être revenir un peu sur vos propos?
Non, pas du tout. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les données qu'on possède semblent démontrer qu'il y a un impact clairement là, du chauffage au bois. Mais ça, c'est parce qu'il est plus documenté, il est plus étudié. Première chose. L'autre chose, et comme on a dit, les conditions l'hiver permettent plus là, les concentrations, les polluants de se concentrer. Pour les faits extérieurs, on a beaucoup moins de données. C'est très difficile pour nous de se prononcer sur l'impact que ça a réellement, exemple, sur l'apport global de la qualité de l'air, ces feux-là. Ceci dit, on pourrait avoir eu des plaintes de citoyens. On sait qu'il y a des gens, par exemple, qui habitent à côté d'un voisin qui fait un feu à l'extérieur de plaisir. Si la fumée se rend chez ce voisin-là et que lui, même une personne en santé peut être tout à fait incommodée par cette fumée-là, mais il y a des personnes vulnérables. On a parlé de personnes qui font de l'asthme, des personnes qui ont des maladies respiratoires chroniques, pour nommer ceux-là. Ces personnes-là peuvent empirer leur situation lorsqu'il y a un gros nuage de fumée. Fait que, ce que je dis, c'est que les données, il n'y a pas de données à ma connaissance sur l'impact de ces feux extérieurs-là sur un territoire comme la ville de Longueuil, par exemple. Mais on ne peut pas prétendre qu'il n'y en a pas non plus du tout. C'est pour ça que puis on sait aussi, de par sa nature, quand il fait froid, les gens ont plus tendance à utiliser leur chauffage au bois un peu en même temps parce qu'ils subissent tous le froid en même temps qu'un feu extérieur où il n'y a pas de corrélation entre la température nécessairement et le fait que les gens vont décider de faire un feu ou non. C'est ça, s'il pleut, ils n'en feront pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a moins de données, mais on peut s'attendre à moins d'utilisation intense de feux extérieurs, à part peut-être à la Saint-Jean-Baptiste, versus l'hiver quand il fait très froid, où là, les gens vont plus vouloir utiliser leur chauffage au bois. Donc, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'impact, il est juste moins documenté et il y a un potentiel un peu moindre parce qu'on s'attend, et ça sera déterminé à prouver, là, qu'il y a moins de feux extérieurs en même temps que le chauffage au bois l'hiver, par exemple. Mais je ne vous entends pas vous prononcer sur le type d'appareil ou le type d'installation, parce qu'à l'intérieur, on a parlé de foyers qui sont certifiés puis des choses comme ça, mais si j'ai bien compris, là, vous n'avez pas d'opinion en ce qui concerne l'extérieur. Non, même pour l'intérieur non plus. On a donné des exemples de ce qui pourrait être fait. Ensuite, on se remet à la ville, puisque c'est sa juridiction de décider vers où ils veulent aller. Nous, ce qu'on dit, c'est que chaque gain pour la qualité de l'air extérieur peut se traduire par un gain sur la santé. Par contre, comme j'ai dit aussi, on a la difficulté à déterminer à quel point l'ampleur du gain selon ce qu'on va mettre en place aussi. Et il y a toujours une question de faisabilité pour une municipalité. Donc, on ne veut pas s'interposer au pouvoir de la ville. Par contre, on a bien exposé qu'est-ce qui est possible de faire et chaque mesure vient chercher un gain sur la qualité de l'air extérieur et de la santé aussi éventuellement. Je prends acte, et ça va être ma dernière question, je prends acte là, du fait que vous avez fait attention de ne pas vous substituer à la ville au niveau du choix des méthodes de réglementation. Alors, ça, c'est clair pour moi. Par ailleurs, est-ce que je peux me permettre de vous demander si la Direction de la santé publique a des préférences ou si vous pensez qu'il y a des paramètres de réglementation qui, de votre point de vue à vous, seraient plus efficaces pour protéger la santé publique, parmi les différentes options que vous avez énumérées? Honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre à ça. Ceci dit, la logique dit, plus on limite l'émission de particules fines, plus on a un gain sans aller chercher. Mais après, non, on n'a pas de préférence là, sur qu'est-ce qu'on recommande sur les techniques ou les technicalités. Vous n'avez pas d'opinion à savoir laquelle des choses va plus que d'autres avoir pour effet de limiter l'émission? Non, pas actuellement. Ceci dit, comme je vous disais, les connaissances peuvent évoluer. Peut-être que dans les prochaines années, ça pourrait changer, mais actuellement, non, on n'a pas de recommandation précise à ce niveau-là. Dans l'état actuel du savoir. Exactement. OK. Et puis, au niveau de l'état actuel du savoir, est-ce que la Direction de la santé publique a eu des projets ou avez-vous eu l'occasion, êtes-vous satisfait que vous avez pu faire une revue de la littérature et que quand vous dites que dans l'état actuel du savoir, c'est que dans le fond, c'est probablement vraiment l'état actuel du savoir disponible au Québec par opposition à l'étude que vous en avez faite? Écoutez, oui, je crois que
je crois, avoir les connaissances les plus à jour, en tout cas OK. du moins du Québec. Et je vous dirais aussi, nous, on a le côté régional de la santé publique, mais il existe aussi l'Institut national de santé publique, qui, lui, est venu présenter là, dans les premières séances à titre d'expert. Eux-mêmes sont plus dans la recherche des nouvelles connaissances et eux-mêmes font actuellement aussi des travaux là, pour creuser la question. Donc, dans les prochaines années, il est possible là, que les connaissances soient plus affinées et on pourra aussi ajuster nos recommandations à ce niveau-là aux besoins. Là. OK, je vous remercie. Je veux juste clarifier que c'est une question juste de préciser que vous êtes en mesure de nous parler, disons, à titre d'expert dans l'état actuel du savoir. On est heureux de pouvoir se fier au partage des connaissances que vous nous livrez. Je vous remercie. Si vous permettez, Madame la Présidente, oui. J'aurais une toute petite dernière question. Oh, allez-y. Oui. Il se trouve que M. Drapeau a utilisé le mot le feu de la Saint-Jean, a fait référence à ça très rapidement. Vous l'avez dit spontanément ou bien non, si, selon vous, ou selon votre expérience peut-être, on assiste effectivement à sinon une prolifération, du moins un plus grand nombre de feux extérieurs d'une certaine envergure à des moments comme ça durant l'été. Je l'ai dit spontanément, mais je crois que comme Québécois, on peut, sans trop se tromper, dire que les feux extérieurs sont sûrement plus populaires à la Saint-Jean-Baptiste qu'à autre moment de l'année. D'accord. Merci, M. Drapeau. Ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup de votre belle présentation et merci de partager ça aussi avec le public. C'est sûr que ça va alimenter la réflexion. J'inviterai maintenant M. Jean-François Chénier à se présenter devant la commission et peut-être que notre technicienne pourrait faire en sorte qu'il ait accès au micro et au partage d'écran s'il le souhaite. Bonjour. Bonjour. Je n'ai rien à présenter. Je ne suis qu'un simple citoyen qui s'intéressait à la question. Beaucoup de spécialistes qui semblent étudier la question de façon très précise. C'est très impressionnant. Je m'attendais pas à autant de savoir dans une même rencontre, mais est-ce que je suis un certain roadmap ou est-ce que vous avez des questions précises ou je donne uniquement mon point de vue, madame? Monsieur Chénier, vous vous adressez à moi ou à la commission et ce moment vous appartient. Vous donnez votre opinion sur tous les aspects du projet à l'étude et de la façon, dans l'ordre dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. On est là pour vous écouter. Super. Et peut-être poser des questions si on en a suite à votre présentation. Parfait. Merci beaucoup. Je trouve ça très pertinent, les questions. Propriétaire depuis 8 ans, j'ai 2 petites filles de 5 et 7 ans. On a fait poser un foyer à l'intérieur de la maison pour une seule et unique raison. Mon désir de protéger mes filles et de ne pas aller vivre à l'aréna si jamais il y avait un problème, une panne électrique. Je pense que ça, c'est un des points qui était, pour moi, que vous avez soulevé dans la présentation, qui est la raison principale pour laquelle j'ai opté pour un système d'appoint. On a suivi les normes, on est allé chez des spécialistes. J'ose espérer qu'il sera toujours autorisé de l'utiliser. Mais l'objectif était de nous protéger en cas de panne majeure. Pas nécessairement un système d'appoint de tous les jours, mais on s'en sert de façon assez fréquente. Donc, pour nous, c'est un ajout au Québec. Le fait qu'on vive avec un climat comme le nôtre, c'était quelque chose qui était important. Ensuite de ça, les feux extérieurs chez nous sont interdits et j'ai clairement appris à vivre avec ça. La perte de jouissance que le présentateur a mentionné, je l'ai vécu quand on me l'a interdit, mais je vis bien avec un petit feu au propane très basique quand on a besoin d'en faire un. Donc, je ressens pas le besoin de me pencher là-dessus. Je pense que ça peut être désagréable, effectivement, la fumée, mais c'est pas quelque chose qui m'a fait sursauter non plus. Je comprends les enjeux, donc j'ai pas d'opinion vraiment sur le fait d'autoriser ou pas les feux extérieurs dans nos quartiers où les cours sont pas très grandes. Barbecue extérieur, je suis un fan de la cuisine au charbon. Je sais que c'est interdit, ou en tout cas, c'est pas clair dans mon quartier si on a le droit. Je continue de penser que c'est agréable, mais ça peut être un peu désagréable pour les voisins. Donc, je pense que
une question de bon voisinage aussi, de savoir comment on utilise les différents les différentes devices, excusez l'expression, si c'est un foyer, si c'est un barbecue, comment on le fait pour ne pas nuire aux gens. Pour ce qui est de la santé, je suis conscient que ça peut être une problématique. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est bien faible par rapport à toute l'ampleur de ce que la pollution peut représenter. Ceci dit, je ne minimiserai pas le petit geste, mais de là à dire qu'un citoyen qui fait un feu pollue, je pense qu'on peut s'attaquer à de bien plus grandes choses que ça, que de brimer un individu chez lui, dans sa maison, s'il dérange pas les gens. Je trouve que la clé est souvent dans le bon voisinage, de s'assurer qu'on ne dérange pas les gens, mais j'ai pas une opinion de spécialiste en santé à ce qui a trait aux particules qu'on peut émettre et des choses comme ça. Donc, ça fait le tour un peu de ce que j'avais à vous partager, madame. Juste un point de précision, là. Juste parce qu'à un moment donné, vous avez parlé que vous aimiez le barbecue, puis l'utilisation du charbon. Et ensuite, Oui. vous nous dites que, bon, question de bon voisinage, mais quand vous parlez de bon voisinage, est-ce que c'est en termes de l'utilisation des appareils, des feux comme pour la cuisson, là, votre barbecue, ou bien c'est dans l'ensemble des feux extérieurs? Dans l'ensemble des feux extérieurs et du barbecue, je pense que c'est toujours une question de si on fait beaucoup de fumée parce qu'on fume une viande, chose que je ne fais plus parce que ça fait trop de boucan, et effectivement, c'est désagréable même pour le cuisinier. Moi, je trouve pas ça agréable tant que ça. Donc, je ne le fais plus, mais c'est vrai que rapidement, ça peut devenir problématique et on se doit de voir la fumée s'en va vers nos voisins qui étendent du linge ou de nos voisins qui... Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine vision communautaire qui doit être prise en compte quand on décide d'utiliser ce genre de fumoir-là qui émettent quand même beaucoup de fumée et d'odeur. Bonne pour certains, moins bonne pour d'autres. Donc, je pense que c'est là le fait de comprendre si nos voisins sont importunés pour garder un climat qui fait du bon sens. Alors, je vous remercie de votre présentation. Je vais inviter mon collègue Jean Paré peut-être à vous poser des questions, s'il en a. Oui. Ce que je trouve intéressant, justement, c'est que les propos des citoyens, enfin, ils nous suscitent toujours des questions. Monsieur Cheney, il y a des maisons qui ont des foyers de classiques en maçonnerie très anciens, dont on peut dire que la fumée sort à peu près telle quelle par la cheminée, sans filtre et autre chose. Il y a aussi des appareils, il semble que c'est à peu près les seuls qui sont en vente aujourd'hui, qui incorporent des mécanismes qui, à la faveur d'une combustion lente ou de recirculation de l'air et de la fumée, produisent en bout de ligne une fumée extérieure qui contient beaucoup moins de particules. Je ne vais pas vous demander celui que vous avez chez vous, mais d'une façon générale, j'ai quand même le goût de vous demander, vous qui êtes un père de famille, si vous êtes favorable au moins à ce qu'il y ait un certain contrôle sur le type d'appareil qui est autorisé dans une maison. Bien évidemment, ça doit suivre les normes. J'étais conscient qu'en achetant un foyer, c'était pas sur Kijiji qu'on allait faire les choses non plus pour la sécurité incendie. Pour bien des raisons, on a fait affaire avec des gens qui en installent depuis des années. Parce que c'est le meilleur système d'appoint, je dirais. Quand on voit les moins 30 au Québec, je pense à mes petites filles que je pourrais garder au chaud à la maison et encore une fois, pas à l'aréna sur des lits d'armée. La crise du verglas me rappelle des souvenirs étranges. J'ai pas été touché directement, mais pour les gens qui l'ont été, je pense que ça n'a pas été la plus belle période. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, on veut protéger nos maisons, notre investissement. Est-ce que c'est par un foyer? Ça a été une des façons qu'on a trouvé avec ma femme pour justement peut-être protéger l'intégrité. Mais bon, oui, je suis pour le fait que ce soit réglementé. Les vieilles installations devraient être revues. Mm-hmm. Vous avez fait allusion au charbon de bois comme combustible pour le barbecue. Bon, je ne suis pas très jeune, donc j'ai été initié au barbecue extérieur
à l'époque où il y avait à peu près juste ça, du charbon de bois. Et on a vu apparaître, évidemment, par la suite, le gaz propane comme alternative. Ça n'enlève pas que ça peut être très agréable aussi de faire quelque chose sur un hibachi ou un poêle au charbon de bois. Mais ma question, c'est, vous en parliez quand même en vous demandant si c'était autorisé là où vous vivez. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Oui, oui, clairement. J'habite le Vieux-Longueuil, près du parcours du golfe et le parcours du Cerf, et c'est pas clair si dans cet arrondissement-ci on a le droit ou si c'est en changement. Bon, on s'assure de le faire de façon aussi sécuritaire mais oui, on n'est pas certain si. On sait que les feux extérieurs sont interdits, Ouais. même si mon voisin en fait un une fois de temps en temps. Je sais que c'est interdit. Pour ce qui est du charbon de bois, ça semble pas être clair si ça l'était ou si ça l'est. Ben, non, je reçois bien votre réponse parce que ça se peut qu'effectivement, il y a là une zone d'incertitude qui devrait être clarifiée dans un sens ou dans l'autre. La dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est dans vos propos, je sens que à certains égards, c'est des considérations, disons, de commodité et de sécurité familiale qui sont en jeu. À d'autres moments, vous évoquez aussi la question, vous avez une préoccupation quand même relative à la santé. Et après ça, vous évoquez le côté nuisance. Comme si, effectivement, quand on aborde des questions comme celle des feux extérieurs, on navigue moins du côté des préoccupations de santé publique et plus vers des questions de nuisance. Autrement dit, parce que la fumée va circuler, va se déplacer vers enfin, peut toucher différentes personnes. Est-ce que je vous entends bien là-dessus que Clairement. il y a un ensemble de considérations qui doivent être prises en compte là-dedans? Oui, je pense que la ville doit choisir un peu pour nous tous, mais je pense que le citoyen a aussi sa vision et c'est nous qui sommes laissés à nous-mêmes s'il y a un problème. La ville ne pourra pas sauver personne pourra pas sauver tout le monde en même temps et ramener l'électricité en même temps. Donc, il y a des choses qui, je trouve, appartiennent au domaine de la gestion familiale. Tant qu'on ne nuit pas à son voisin, je trouve qu'il y a quelque chose là. Il faut être assez intelligent pour se poser la question. Si on dérange les autres, ça, c'est l'autre défi humain. Mais pour ma part, je m'assure toujours que je ne dérange pas les gens. Ouais. Le moins possible, en tout cas. D'accord. C'est important de vous entendre là-dessus parce que, comme vous le dites très bien, nous, c'est à partir de ce qu'on entend des citoyens qui viennent devant nous qu'on peut retourner vers la ville en leur donnant des pistes d'intervention beaucoup plus précises puis qui reflètent le mieux possible ce qu'on a entendu. Alors, ça fait le tour en ce qui me concerne. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, M. Paré. Pour ma part, j'aimerais juste préciser, vous avez parlé évidemment que votre installation de système de chauffage d'appoint chez vous, c'est une mesure un peu défensive, si on veut. Juste pour bien camper votre intervention, et je ne veux pas là, entrer dans l'intimité de votre foyer, mais ai-je raison de comprendre que ce que vous avez fait, vous avez comme genre d'installer soit un foyer à combustion lente ou un foyer, comme vous dites, qui est aux normes, mais on parle d'un foyer dans une pièce. Il ne s'agit pas d'un système d'appoint qui chauffe toute la maison, là. Ou est-ce le cas? Ça finit par chauffer toute la maison, mais c'est un foyer standard qui a été installé dans le salon. De manière défensive, oui, je vous cacherai pas que c'est quand même charmant d'écouter un film en famille quand il y a un foyer donc il y a un côté ambiance aussi qu'on se plaint pas en hiver, mais oui, c'est un aspect défensif au niveau du climat du Québec. Donc il est suffisamment, c'est suffisamment puissant, disons, pour donner un chauffage de toute la maison. Je pense que oui.
OK. Et puis, bon, c'est évidemment, vous avez dit que c'était quelque chose qui était aux normes, mais c'est quelque chose qui est dans le commerce. Donc, cela répond à cet aspect-là de ma question. Maintenant, au niveau du combustible dans un foyer comme celui-là, ou quand vous avez fait votre recherche, etc., est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de brûler des bûches ordinaires ou est-ce que vous êtes obligé d'aller pour des bûches écologiques? Et avez-vous une opinion entre les bûches de bois sec, on s'entend, et des bûches qui sont normées d'une quelconque façon? Je suis assez néophyte. Je pense que le bois français qui est l'option que je priorise en ce moment, bien que je mélange avec les bûches écologiques disponibles dans les grandes surfaces. J'aime faire une alternance entre les deux. Je trouve leur efficacité énergétique comparable. Oui. Mais encore une fois, je suis pas un expert. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai un foyer à la maison. OK. Et maintenant, et surtout, M. Chénier, là, je veux pas, je voudrais pas, comme on dit, abuser de du partage de vos connaissances, mais j'aimerais revenir sur votre expérience de fumoir. Alors, Oui. vous avez mentionné que vous aviez même délaissé cette pratique. Est-ce que j'ai bien compris que Oui. vous vous êtes rendu compte que c'était dérangeant pour les voisins, ça? C'est En dérangeant général. pour moi aussi. Ah, Je pense OK. que c'est dérangeant pour moi aussi. La mode quand on achète un barbecue qui permet de fumer, je pense qu'on est enthousiaste et on en fait beaucoup plus qu'on devrait. Les considérations de santé, de manger moins de viande, mais en tout cas, ça, c'est un autre détail. Mais le fait étant, ça dérangeait moi par l'émission de fumée. Donc, ça devait être inévitablement pour mes voisins aussi. Donc, oui, j'ai complètement délaissé ça à 100%. OK. Et puis, bon, ben, je pense que vous nous avez en tout cas donné un bel exposé de votre expérience et je vous remercie d'avoir Ça fait plaisir. candidement partagé votre expérience. Je suis sûre que ça va être profitable pour tout le monde. Et bon, je Merci vous beaucoup. souhaite de continuer à nous écouter pour la suite des choses. Si en aucun temps vous avez d'autres pendant qu'il est toujours temps d'émettre des opinions, on sera heureux de vous entendre. Alors, il est maintenant 15h10 et on est juste à temps pour passer à notre prochain intervenant, M. Paul Veilleux. Alors, monsieur, on va demander à notre technicienne, à Mme No, qui agit en fait à la technique, qui n'est pas technicienne, de donner la parole à monsieur Veilleux. Monsieur Veilleux. Monsieur Veilleux, il faudrait ouvrir votre micro. Oui, votre micro n'est pas ouvert. Oui. Ah, voilà. Okay, parfait. Bonjour. Bonjour, monsieur Veilleux. Oui, moi, je vais discuter au niveau concernant l'encadrement des feux extérieurs. Je vais commencer par me présenter, puis présenter ce que je fais avant, là, puis par la suite, je vais argumenter si vous êtes d'accord. D'accord. Mon nom est... D'accord, le moment vous appartient, monsieur Veilleux. Excellent. Mon nom est Paul Veilleux, je suis infirmier de rue. J'exploite une ressource à Saint-Hubert, dont la mission est d'accompagner les sans-abri désireux sortir de la rue vers une vie active. En les accompagnant, je leur félicite le chemin en leur offrant un hébergement, un endroit d'hébergement, l'aide à la préparation de glucosidé, recherche d'emploi, accompagnement, suivi médical, et etc. Je suis infirmier aussi de carrière. Donc, on les accompagne à réintégrer le système, en d'autres termes. Maintenant, concernant mon argumentation, concernant les feux extérieurs, c'est un moyen qu'on utilise, que j'utilise pour réunir la clientèle. Une fois par semaine, le printemps, l'été puis l'automne, les nouveaux puis les anciens résidents. C'est un moyen qui serait difficilement remplaçable, c'est vendeur, comme dit. On permet de réunir les nouveaux résidents, ceux qui sont nouvellement admis dans la ressource, les anciens qui ont quitté, qui ont trouvé un emploi puis qui maintenant ont leur appartement. On les réunit une fois par semaine, toute la gang. Ça permet de socialiser, de verbaliser entre eux,
de leur situation de vie, de leurs épreuves, de leurs difficultés et leurs situations conflictuelles. Ça permet de parler de leur nouveau travail, de leur situation financière, de leur famille, etc. En réalité, c'est qu'on utilise le feu extérieur comme un groupe de soutien qui est efficace jusqu'à maintenant. Ça fait maintenant 2 ans qu'on fait ça. Monsieur Veilleux, est-ce que je peux vous demander de nous décrire le type de physiquement là, comment ça se passe, parce que ça va conditionner notre compréhension de vos propos. OK. Notre ressource, elle a un terrain derrière. On a un terrain d'à peu près 8200 pieds carrés. Il y a quand même beaucoup d'espace. On installe un foyer extérieur. Puis par la suite, on a des chaises autour à laquelle les gens s'assoient. Puis on socialise devant un feu de camp. On fait ça 1 fois par semaine. Ça peut être soit le samedi ou le dimanche. Quand vous dites un foyer extérieur, c'est un foyer de genre de maçonnerie ou bien un genre de foyer acheté ou… C'est un foyer acheté à laquelle il y a une cheminée d'une hauteur d'1 mètre environ. OK. Mais c'est normé, là. C'est un foyer extérieur acheté. C'est un foyer extérieur acheté à laquelle on alimente le feu par le bois, un arbre qu'on a coupé, là, qu'on a beaucoup de bois, là, présentement. OK. Merci. En conclusion, je demanderai à nos représentants d'éviter d'écraser cette ressource naturelle qui est le feu par les normes et réglementations trop sévères, de permettre que cette ressource soit utilisée de façon constructive, surtout en ce qui concerne l'évolution et le développement du cheminement de l'être humain, en ce qui concerne ici la misère sociale. C'est à peu près ce que j'avais à vous dire là, présentement. C'est mon opinion concernant les foyers extérieurs. On voudrait en réalité que nos représentants nous permettent de continuer à l'exploiter et à l'utiliser constructivement concernant la misère sociale. J'ai fini, j'ai terminé. OK, on est en train de digérer ça, M. Veilleux. Allez-vous-en pas, là. OK. Est-ce que mon collègue Jean Paré a des questions? J'ai commencé, Mme la Présidente, puis pendant ce temps-là, vous pouvez aussi passer à vos propres questions. Écoutez, c'est très spécifique, M. Veilleux, ce que vous décrivez là. Il y a aussi évidemment une dimension de solidarité humaine dans le geste. Et vous nous décrivez le terrain où ça se fait. C'est en même temps un caractère un petit peu exceptionnel. Mais ma première question, c'est est-ce que vous avez dû vous entendre avec votre voisinage pour tenir ce genre d'événement qui est quand même relativement fréquent, d'après ce que j'entends, 1 fois par semaine, qui réunit un certain nombre de personnes. Alors, toute la mise sur pied d'un événement comme ça, est-ce que vous avez eu à vous entendre avec votre voisinage ou peut-être même avec les autorités municipales là-dessus? OK. En réalité, en moyenne, on est à peu près, à chaque rencontre, on est à peu près entre 5 et 6 personnes maximum. Donc, c'est un petit événement qui est quand même court, qui dure à peu près 1 heure à 3 heures de temps durant la journée. Mes voisins, jusqu'à maintenant, aucune plainte a été formulée. Mes voisins sont au courant que j'exploite une ressource ici à domicile. Donc, non, au contraire, on m'encourage à le faire. Puis aucune plainte jusqu'à maintenant a été formulée. Est-ce que vous avez une formule alternative en hiver pour réunir vos gens? Non, en hiver, il n'y a pas de rencontre. C'est seulement au printemps qu'on commence, l'été, puis en automne. En hiver, on n'a pas de formule. À l'extérieur, ce serait difficile de se rencontrer. Oui, d'accord. Peut-être que vous aviez un endroit ou quelque chose. Concernant l'hiver, par contre, j'aimerais amener un point. Il me reste encore du temps. Oui. OK, j'aimerais amener un point. J'aimerais sensibiliser en réalité. Je sais que rien aujourd'hui peut être décidé, j'en suis conscient, mais nous avons créé un genre de foyer extérieur qui existe, qui permet de réchauffer un abri de fortune pour les sans-abri, par exemple, qui semble être sécuritaire, mais ce n'est pas à l'extérieur tout à fait, ce n'est pas dans une résidence, c'est à l'intérieur d'un abri. Puis, en m'informant au niveau de laboratoire UL pour le faire homologuer, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de réglementation ni de règles qui existent encadrant le produit parce que c'est nouveau, ça n'existe pas. Mais là, je me fais, en m'informant auprès de la ville, de Montréal et de Longueuil, etc.,
je rencontre souvent des obstacles qui sont souvent la plupart du temps reliés à la peur du feu, la peur des conséquences, la peur de la pollution, plein de craintes. Le service de sécurité incendie qui a peur, sécurité policière a peur, tout le monde a peur. Tout le monde semble avoir peur du feu. Et, on semble vouloir tout encadrer, mais en réalité, ça pourrait être un outil qui pourrait servir, qui pourrait être très utile pour les sans-abri. Ça pourrait servir de transition vers une étape ultérieure, mais on nous met des barres d'un roue tout le temps, constamment, face à un produit qui pourrait être homologué, sécuritaire, puis utilisé. Je ne veux pas entrer dans les détails trop de la chose, mais quand vous parlez d'abri, vous parlez de quoi? Un abri de fortune. Un abri de fortune qui est utilisé par les sans-abri. Ça pourrait être une tente, ça pourrait être un cabanon, ça pourrait être un abri de genre-là. Donc, le système a été fait en fonction d'être sécuritaire face à ça. Il est à l'abri des intempéries, des vents, il ne bouge pas, il est solide. Puis la fumée est envoyée vers l'extérieur par une tuyauterie. Puis avec un foyer qui est résistant à des températures pouvant dépasser les 600 degrés Celsius. Et le etc. On ira. Ça serait compliqué un peu vous l'expliquer, mais d'accord. Oui. Juste comme question, qu'est-ce que c'est le combustible? C'est des granules de bois. Granules de bois, d'accord. En réalité, le produit est efficace pendant 6 heures de temps. La première heure, il carbone à 600 degrés Celsius, puis les 5 heures par la suite, il chauffe à 250 degrés Celsius. Ce qui serait suffisant pour réchauffer un abri moyennement pas insonorisé, protégé. Là. D'accord. Isolé. Isolé, d'accord. Et sinon, pour les feux que vous faites chaque semaine à l'intention des gens que vous regroupez, votre combustible, j'ai compris que c'était donc du bois qui vous venait d'arbres qui auraient été abattus sur votre terrain. OK, d'accord. Vous ne servez pas d'autres combustibles que ça? Non, à l'extérieur, c'est seulement du bois sèche. D'accord. Monsieur Veilleux, moi, ça fait le tour de mes questions. Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Monsieur Veilleux, tantôt vous avez parlé de votre produit homologué. Je ne peux pas m'empêcher de penser, mais je vous invite à me corriger. Il s'agit finalement d'un appareil de chauffage un peu comme les chasseurs utilisent quand ils sont en forêt. Est-ce que c'est un peu ça? Puis que vous prônez que cela devrait être admis? Non, pas du tout. Ça n'existe pas. Le système n'existe pas présentement. Il n'y a aucune règle. Il n'existe tellement pas qu'il n'y a aucune règle ni réglementation qui peut l'entourer. C'est un produit que j'ai créé moi-même. À partir d'un élément qui est, en tout cas, je n'irai pas dans les détails, là, mais non, ça n'existe pas. Ce n'est pas au gaz, ça ne se vend pas au Canada intérieur, ce n'est pas utilisé par les chasseurs, personne ne le connaît. OK, donc vous n'avez pas de prototype, et bon, on n'est pas là, vous êtes pas en train finalement de demander l'autorisation, pas de demander, mais de prôner l'autorisation d'utiliser un tel produit. En réalité, j'aimerais amener les dirigeants un peu à avoir un peu moins peur, moins de crainte, avoir plus confiance à la nature humaine, puis à peut-être un peu moins infantiliser sa population par des règles et structures, puis les encadrer. On se croirait des fois dans un pays communiste, là, en tout cas, c'est mon opinion. Okay, mais cet appareil-là, c'est un appareil qui est quand même destiné à ce qu'on pourrait appeler un chauffage intérieur, parce que si c'est pour chauffer un abri, qu'il s'agisse d'un abri de fortune ou autre, c'est un abri. Donc, ce serait plus assimilable à un chauffage intérieur qu'à un chauffage extérieur. Pas tout à fait. C'est qu'à l'intérieur, il y a une résistance, c'est-à-dire il y a des murs, il y a un squelette qui peut soutenir le produit. Dans un abri de fortune, il n'y en a pas. OK. Bon, je dis ça juste parce que la question de normer, si on veut, les appareils de chauffage, c'est plutôt normé par la réglementation provinciale, ce n'est pas nécessairement les municipalités. Alors, c'est un point d'information que je mets de l'avant. Et parce que les municipalités ne sont pas dans c'est pas dans leurs apanages, si on veut, d'autoriser ou pas ce genre de choses-là. Alors, ils sont obligés de se fier aux normes qui existent.
Le but d'amener le sujet n'était pas de faire de changement aujourd'hui. Je sais que ça OK. ne vous concerne pas. C'était plutôt d'amener une vision. C'est ça, une C'est-à-dire, sensibilisation. sensibilisation. Faisons confiance un peu. Puis peut-être soyons un peu plus lousses. Alors, ayons un peu moins peur. Un peu comme ça. Euh, Maintenant, pour revenir à votre événement qui rassemble les gens, pouvez-vous nous dire un peu en quoi est-ce que ce serait différent pour vous si, au lieu d'avoir un feu de bois, vous aviez un genre de, tu sais, comme les foyers extérieurs au gaz, là. Qu'est-ce que le bois a de particulier, brûler du bois versus brûler du propane, pour des fins d'avoir une ambiance de feu de camp? C'est pas pareil. Je ne sais pas. J'aurais dû l'expliquer. Il faut comme l'imaginer. Est-ce que le bois, à votre avis, un foyer au bois et un foyer au propane pourrait avoir l'équivalent de rassembleur au niveau de la clientèle? À mon avis, non. La différence est là. Le bois, la senteur du bois, l'ambiance fait la différence. Puis quand on parle de réunir des gens de la misère sociale, c'est des petits détails qui portent une importance. C'est ce que je voulais vous entendre dire. OK. Parce que c'est quand même important de faire ressortir, si on veut, les particularités d'un élément comme de l'autre. Alors, c'est, comme on dit, des fois, le diable est dans le détail, mais vous nous l'expliquez assez bien. Par ailleurs, j'imagine, je suis obligée de supposer que les distances, puis avec la grandeur de terrain que vous nous donnez, vous respectez en tout point ce qui est normé et les exigences de la ville. Parfaitement. Puis s'il y a moindrement un peu de vent, on a de l'occasion. On reporte l'occasion au lendemain si possible. OK. Parce qu'on a remarqué qu'en faisant le feu, le plus dangereux, c'est le vent. Les étincelles qui peuvent être voyagées par le vent. OK. Alors, et si vous aviez, vous, un voisin qui a la même pratique, mais qu'au lieu de faire pour des sans-abri, il faisait ça pour sa famille ou ses parties ou parce que la coutume à son bureau, c'est de faire des petits rassemblements. Est-ce que vous auriez des demandes à formuler ou des choses que vous souhaiteriez que les gens respectent? C'est présentement le cas. Les autres voisins ont aussi un foyer sur leur terrain et on respecte ça. Là. Il n'y a pas de problème. Ça ne cause aucun problème. Là. Je pense qu'on est mature. On est quand même des adultes. Puis, il faut peut-être faire confiance un peu aux gens. On n'a pas affaire à des enfants là, présentement. On a affaire à des familles, à des adultes, à des gens d'une certaine maturité. OK. Puis avez-vous une opinion sur la taille de terrain qui serait requis pour que ce soit acceptable ou si vous n'avez pas d'opinion? Je ne m'avancerai pas là-dessus. OK. Je vous remercie beaucoup, M. Veilleux. Vous avez été généreux de partager tout ça avec nous. Et puis, on va certainement prendre en compte les propos que vous nous avez donnés. Je vous invite à peut-être rester en ligne s'il y a lieu. Les représentants de la ville auront peut-être quelque chose à apporter. Je ne sais pas. Évidemment, eux autres, ils n'ont pas un droit de réplique. Ce n'est pas une question de questions et de réponses, mais par ailleurs, s'il y a des inexactitudes ou des points de rectification qu'ils ont apportés, à ce moment-là, on leur donne le droit de s'exprimer à la fin de la séance. Merci. Merci. Alors, nous avons notre prochain intervenant est prévu pour 16h10. Il est possible que la personne soit avec nous. Je ne vois pas le nom affiché. Monsieur Louis-Philippe Guy est déjà là. Voilà, il vient d'ouvrir son micro. Allô? OK. Reste la caméra. Je vous remercie beaucoup. Allez-y, donc, Monsieur Louis-Philippe Guy.
Alors bonjour, je me présente donc Louis-Philippe Guy, je suis impliqué dans le sport amateur de la ville de Longueuil, notamment le CA des Pionniers, qui est l'organisation de baseball qui regroupe les enfants qui sont venus au monde, soit à Greenfield Park ou Longueuil. Je suis dans le domaine des médias, je suis animateur de radio. J'ai couvert la politique municipale de Greenfield Park, Longueuil, Saint-Hubert de 2008 à 2012 en tant qu'animateur du matin du FM 103.3. Depuis, je me suis promené un peu là, au 91.9 et maintenant, depuis juillet l'an dernier, j'ai succédé à Jacques Faby la nuit sur le réseau Cogeco. En juillet dernier, donc, quand j'ai pris le poste d'animateur de nuit, j'ai commencé à passer beaucoup mes soirées dehors pour prendre, premièrement, un peu d'ensoleillement, puis je dors le jour. Et j'ai vraiment pris plaisir. Je me suis installé un foyer extérieur aux normes établies par la ville de Longueuil là, depuis le moratoire. Passé vraiment un été magnifique. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas passé autant de soirées dehors. Je pense que ça remontait à mon enfance où la tradition était de terminer nos soirées devant le feu à l'extérieur. Bon, vous voyez, là, il y a une guimauve qui cuit en arrière de moi. Pour vous montrer ma passion pour ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je suis en faveur de permettre les foyers extérieurs. J'ai pensé à 9 arguments là, qui plaident en faveur de les permettre, bien sûr avec un encadrement de la ville. Je pense que ça va toujours être important de ne pas laisser le free-for-all. On est en ville quand même, on n'est plus à l'époque des chalets de Greenfield Park. Là. Alors, c'est important de protéger nos maisons, nos terrains et pour ça, il y a des appareils qui sont tout à fait sécuritaires, qui sont en vente. D'ailleurs, dans nos commerces, on peut les acheter. J'espère qu'on peut les utiliser. Alors, premièrement, les activités sociales, les foyers extérieurs offrent un lieu de rassemblement pour les enfants, la famille. Ça permet de profiter du temps en plein air, comme je l'ai fait l'été passé, socialiser dans un cadre confortable et détendu. Et tu sais, on s'entend en ville, les espaces sont limités. On a quand même des beaux parcs, là, mais il reste que c'est pas le même genre d'accueil non plus, qui permet d'arriver à mon deuxième point, la cuisine en plein air. Donc, de cuisiner au bois, je pense que de plus en plus de gens le font. Il y a des fours à pizza qui existent aujourd'hui. Il y a des fumoirs. Tout ça, ça peut fonctionner au charbon de bois. Il y en a qui sont aux bûches. Et de manger à l'extérieur, c'est prouvé, c'est très bon pour la santé. On peut faire des repas sains, savoureux, qu'on a cuisinés nous-mêmes, donc pas de matière chimique. Également, on passe du temps dehors. Encore une fois, c'est bon pour la santé. Création d'ambiance, bien sûr, hein, la chaleur du feu, le crépitement. Le dernier intervenant en parlait. Je pense qu'il n'y a rien qui peut accoter le feu au bois. Beaucoup d'appareils au propane hein, qui se vendent. Je pense pas que ce soit sans risque non plus. Puis on parle de brûler du gaz. En tout cas, moi, personnellement, dans mes choix, je me dis que le bois qui brûle, bien sûr, en encadrant le combustible, on ne veut pas que les gens se mettent à acheter n'importe quoi là-dedans, comme mon oncle qui aimait ça faire brûler là, des boyaux quand on était jeune parce que ça fait de la flamme bleue. Je pense qu'on est plus sensibilisé aujourd'hui aux dégâts sur l'environnement. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le feu extérieur permet de réduire le stress également. Premièrement, le temps à l'extérieur, être dehors, respirer le plein air, c'est bon pour le stress, mais également la détente près du feu, pas pour rien que les spas en utilisent. Là, c'est vraiment bon pour la détente. Puis je pense que dans le rythme de nos vies en 2023, des éléments qui permettent de baisser le stress doivent être considérés. La tradition, les foyers extérieurs, hein, c'est une longue tradition de nombreuses cultures hein, remontant à des siècles. Chez nous, moi, personnellement, je suis un descendant du Nabénaki, du lac Saint-Jean, et je pense que dans la famille, là, on est très fiers de nos origines des Premières Nations, et je suis à la 4e génération. Je pourrais d'ailleurs aller au gouvernement, puis maintenant, là, on a ouvert là, pour la reconnaissance de ce statut pour les arrière-petits-enfants. Puis, il y a de quoi dans nos racines avec le feu là, qui est important. Ça stimule l'économie. Bien sûr, on peut acheter chez les commerces locaux les appareils pour faire ce feu-là, mais une fois qu'on est dehors, on se rend compte que ouais, ce serait le fun que ce soit beau dehors. Donc, les fleurs, l'aménagement paysager, c'est quand même, ça agrémente la cour. Si on passe notre temps à l'intérieur, on se rend pas compte que ouais, notre gazon il serait dû. Ouais, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Ce serait bien d'acheter une haie de cèdre, un jardin, faire nos légumes, nos fruits à la maison. Ça aussi, c'est très environnemental. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mon 8e argument, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas inviter des gens à l'intérieur de chez nous.
Mais les gens qui se rassemblaient à l'extérieur, c'était permis selon certaines normes de la santé publique. Et les rassemblements autour du feu pendant la pandémie ont fait du bien aux gens. Vraiment, ça a été une période difficile pour tout le monde. Alors, on rejoint ici la santé mentale, le plaisir de voir nos proches. Je pense que personne n'est à l'abri d'avoir le goût de voir d'autres personnes que ceux avec qui ils demeurent. Et en terminant, c'est un argument que je souhaite amener parce que on peut pas demander aux voisins d'arrêter de fumer la cigarette ou le cannabis, qui est maintenant légal au Canada depuis quelques années. Tout ça, ça nous amène de la fumée, des odeurs chez nous. Personnellement, je préfère l'odeur de la fumée au bois. Je suis pas mal certain que la majorité des gens préfèrent le bois que la cigarette ou le pot, mais c'est des odeurs qu'on est forcé de tolérer en tant que voisins. Les gens sont libres de faire ça chez eux. Alors, je pense qu'on devrait étaler cette liberté également aux gens qui apprécient de passer du bon temps devant un feu extérieur. Alors, ça complète mes 9 arguments en faveur de conserver légal la possibilité d'avoir un foyer extérieur. Je suis prêt à écouter vos questions. Merci beaucoup. Vous êtes bien préparés. Alors, Monsieur Paris-Jean, est-ce que vous voulez y aller? Oui, merci beaucoup, monsieur. Les considérations de santé, en particulier, l'impact de la production de particules fines qui est présente dans les feux, vous la voyez comment dans la prise de quelle manière on la prend en compte? Est-ce que c'est une question de proximité entre les maisons? Est-ce que c'est une question de type d'appareil qui est autorisé ou qui ne l'est pas? Qu'est-ce que vous prenez en compte là-dedans? Les règlements de la Ville de Longueuil sont déjà clairs. Hein? On peut pas avoir il faut que la cheminée soit entre 1 et 2 mètres du sol et il y a des distances à respecter. Là, j'ai lu dans le passé la réglementation avant d'installer mon foyer extérieur. Et donc, il y a une proximité là, des bâtiments, là, pas juste aussi la clôture du voisin, le cabanon qu'on peut avoir sur le terrain. Donc, tout ça est à respecter. C'est très faisable, je pense, pour nos bungalows, nos terrains moyens. Tout le monde peut installer ça à une distance sécuritaire. Bien sûr, justement, respecte les normes à une certaine hauteur. C'est pas sur nous qu'on la reçoit. La fumée, elle est déjà en hauteur chez nous. Puis, généralement, ça va en hauteur par la suite, là, ça descend pas. Bien sûr, il y a des jours de grand vent. Il y a des jours aussi où les feux à ciel ouvert sont interdits là, selon l'indice d'inflammabilité. Puis ça, en tant que citoyen, il faut toujours rester à l'affût des demandes de la ville et de la SOPFEU. Là. Alors ça, il faut sensibiliser les gens. C'est un encadrement réglementaire qu'on doit avoir. Et pour ce qui est de l'émission de particules fines, personnellement, moi, je suis asthmatique de façon assez importante. Je peux passer 4 à 5 soirs devant le feu sans éprouver de problème. Bien sûr, il y a une façon de s'installer autour pour pas être directement dans la boucane quand il vente un petit peu. Et ça va pas chez les voisins, ça monte. Ça n'a pas le temps de se rendre chez les voisins. Je pense que ce que vous dites, ça a une importance beaucoup par les grands froids l'hiver pour les feux intérieurs. Et il peut y avoir du smog cet hiver. Je fais la météo à tous les jours. Je pense que j'ai eu 2 avertissements de smog pour le Grand Montréal. Et à ce moment-là, c'est vrai que la qualité de l'air peut être réduite. On n'a pas ça en été. Et l'électricité, j'aurais pu en parler dans mes arguments tantôt. Passer du temps à l'intérieur, c'est la climatisation, c'est la balade des thermopompes. C'est pas très bon pour l'environnement non plus. Et on nous le dit, on n'est plus à l'époque des surplus énergétiques chez Hydro-Québec. Alors, de passer la soirée dehors, moi, je ferme la thermopompe parce qu'elle fait du bruit. Alors, je climatise pas mon intérieur pendant que je suis à l'extérieur. Les lumières sont fermées aussi pour conserver l'ambiance dehors. Alors, on sauve sur l'énergie pendant cette période. Je vous entends bien là-dessus. Bon, vous parlez quand même que, d'entrée de jeu, vous l'avez dit, vous attendez à ce que la ville encadre. C'est déjà le cas. L'extérieur. Bon. Pouvez-vous développer là-dessus? Oui, bien. Que la ville encadre. Donc, on ne peut pas avoir la queue de... Si vous permettez, je vais préciser ma question. Oui, pas de problème. On sait qu'en ce moment, c'est toute la question de la réglementation qui est en cause. Oui. Alors,
est-ce que ce que je vous entends dire, c'est qu'il y a trop de réglementation ou pas encore, ou c'est une réglementation différente? Ce que je vous dis, c'est que la réglementation, parce qu'il y en a une présentement sur le site web de la Ville, si je me suis référé à ça pour m'installer l'an dernier, et elle est tout à fait correcte. On a des cheminées en hauteur. Donc, on n'a pas la cuve de laveuse qu'on avait avant, qu'on pouvait mettre du bois là-dedans, puis envoyez donc, c'est parti. Non, ça peut pas. Il faut qu'il y ait un toit, il faut qu'il y ait la cheminée, une certaine hauteur, une proximité avec les résidences. Et peut-être que ce que j'ajouterais, ce serait d'informer les gens via les réseaux sociaux, puis les panneaux à affichage variable sur les routes que quand il y a une sécheresse, autant on demande aux gens de réduire leur quantité d'eau, de ne pas arroser leur asphalte, on peut ajouter aussi l'interdiction des feux extérieurs dans des moments de sécheresse. Je sais que du mois d'avril au mois de juin, c'est le moment où c'est le plus dangereux pour les feux de forêt. On peut être vigilant et informer les citoyens, mais la réglementation actuelle qui a été proposée depuis le moratoire pour permettre les feux extérieurs dans nos arrondissements, elle est, à mon sens, très logique. Là, puis c'est normal qu'on doive s'adapter à une réglementation. Je pense pas que ça nous infantilise. Je serais très triste, par contre, qu'on nous enlève cette permission-là. Surtout pour, je pense, la majorité des gens, en tout cas ceux que je connais en ville, ont respecté la réglementation de la ville parce qu'elle a été très bien communiquée. Et disons, l'application des règlements, je pose la question, est-ce qu'il y a des choses à prévoir, par exemple, pour si quelqu'un constate pour prendre des délinquants, quoi? On est en ville, puis on a le 3-1 qui existe. On peut informer la ville si un voisin ne respecte pas la réglementation, s'il y a des nuisances, si les odeurs sont différentes que celles du feu au bois, si les gens font brûler toutes sortes de choses, ça se sent, ça se voit. Et on peut être témoin de comportement, puis le rapporter à la ville. La ville a déjà des inspecteurs. Je sais que probablement qu'il n'y en a pas assez pour voir toutes les réglementations, parce qu'on peut faire confiance aussi à la grande majorité des citoyens pour faire attention. Et pour les quelques délinquants qu'il y aura toujours, peu importe la réglementation que vous avez passée, les délinquants, ils peuvent s'exposer à certaines amendes ou voire même jusqu'à l'obligation de retirer leurs installations si elles ne sont pas aux normes. D'accord. Merci beaucoup, M. Guy. Ça fait plaisir. Monsieur Guy, vous avez parlé de réglementation, juste pour qu'on comprenne bien. Vous parlez de la réglementation dans quel arrondissement exactement? Greenfield Park. Greenfield Park. Je pense que ça touchait Saint-Hubert aussi. Dans le Vieux-Longueuil, c'est spécial. Il y a des maisons patrimoniales là, dans le Vieux-Longueuil. Je peux comprendre que c'est plus touché, là. Je leur souhaite d'avoir une certaine réglementation aussi par secteur, parce que le Vieux-Longueuil, c'est grand, c'est pas juste le Vieux-Longueuil. Il y a des endroits qui ressemblent tout à fait à Saint-Hubert ou Greenfield Park où je vois pas pourquoi on ne permettrait pas l'utilisation de foyers en respectant les normes. Mais donc, dans Greenfield Park et Saint-Hubert, c'était depuis l'arrivée de Catherine Fournier à la mairie qu'on a levé l'interdiction pour un moratoire, mais c'est pas un free-for-all. Il y a une page sur le site web de la ville qui nous dit quoi utiliser et quelles normes respecter. Moi, je suis arrivé avec mon galon mesuré chez Canac à Saint-Hubert, puis j'ai vraiment choisi le foyer qui était permis parce qu'on en vend de tous les types, mais ils sont pas tous légaux dans notre ville à nous. Il faut comprendre que ces entreprises-là ont pas seulement des clients chez nous, puis il y a d'autres villes autour où il y a zéro réglementation. OK. Quelques toutes petites questions. Je ne suis pas sûre que j'ai bien compris. D'abord, je vous remercie là, vous avez très bien articulé vos 9 arguments. Sauf que pour le dernier, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait suivi votre logique par rapport au fumée de cigarette et du pot. Je ne sais pas si vous pourriez réitérer. Il n'y a pas de problème. Je l'ai mis en dernier parce que, c'est ce que les voisins font, c'est pas ce que je fais. Mais personnellement, moi, ça m'agace en tant que citoyen premièrement, est-ce une moufette dans le coin? Puis on t'en juillet. Ah non, c'est pas une moufette, c'est quelqu'un qui fume du pot à côté. J'aime pas cette odeur-là. C'est correct. Je veux dire, ça, c'est mes goûts à moi de citoyen. Est-ce que je vais cogner à la porte du voisin pour lui dire d'arrêter? Non, il est libre, il est chez lui. Puis, il y a peut-être plein de raisons pour lesquelles il en consomme. Peut-être que c'est à des fins thérapeutiques. Moi, il n'y a pas de problème. C'est sa liberté à lui. Et c'est reconnu. Je sais que dans les parcs, il y a des règlements qui sont différents, mais là, il est chez lui. Il fume, puis tant mieux, il le fait dehors parce qu'en dedans, ça endommage la propriété, puis il y a d'autres dangers reliés à ça.
Mais je me dis, et ça, cet argument-là, je l'ai utilisé parce que il y a peut-être des gens qui vont passer devant la commission et dire, j'aime pas ça que le voisin fasse des feux parce que je sens cette odeur-là en tant que voisin. Il y a une question de tolérance aussi. Puis moi, je ne serais pas contre que la réglementation, on doive respecter un certain nombre d'heures avec un couvre-feu. Je pense que l'expression serait bien choisie pour nos feux. Un peu comme la nuisance par le bruit. Hein. Donc, on ne peut pas, après 23 heures, faire des gros parties extérieurs. On doit respecter la quiétude. Ça va être la même chose pour les feux. Et moi, je voyais ça comme comparaison beaucoup sur la tolérance entre voisins en utilisant les différents types de consommation. Puis, si on est libre de fumer du pot, de la fumée de cigarette qui peut être sentie par nos voisins, je ne verrais pas pourquoi on ne serait pas libre de se faire un bon petit feu de foyer en respectant les normes. Maintenant, merci, M. Guy. Vous avez mentionné que, en période de sécheresse, puis tout ça, on pourrait interdire. Je m'interroge à savoir si je dois vous interpréter au pied de la lettre ou bien si c'était avancé de façon un peu par analogie, c'est-à-dire en période de certaines conditions météorologiques. Parce que c'est pas sûr que la sécheresse dans les feux de forêt est l'indicateur qui a le plus d'impact sur la santé du voisinage. Ben non, ici, on parle de sécurité incendie. S'il y a une sécheresse, si la moindre étincelle peut faire partir le gazon, les arbres, et on n'a pas énormément d'arbres non plus, il y a une réglementation pour prendre soin de nos arbres. Je pense que c'est tout à fait logique. Et ça, cet indice d'inflammabilité est recensé au quotidien l'été par la SOPFEU. Alors, la Ville peut s'y référer. Ici, ce n'était pas un argument pour la respiration, la santé publique. Ici, je parlais bien sûr de sécurité incendie dans notre ville. Il y a des villes en passant au Québec où est-ce qu'il faut demander un permis aux pompiers. Là. Ça serait beaucoup de paperasse puis de bureaucratie pour une grande ville comme Longueuil. Mais mes beaux-parents avaient un chalet à Saint-Angèle sur la rive sud de Trois-Rivières. Et à chaque fois qu'on faisait un feu, il fallait demander la permission aux pompiers. Quoique c'était des feux de camp qui étaient sur la plage, il n'y avait pas la réglementation des cheminées. C'était un gros paquet de bois qui brûlait. Mais on est en région, on est dans un chalet, c'est pas le même concept que nous en ville. Voilà. Alors, c'est vraiment une question de sécurité incendie. OK. Donc, vous avez ce que vous avez mis de l'avant, je comprends que ça, c'est dans la version sécurité incendie. Oui. Maintenant, donc, par rapport aux nuisances, parce que vous, si je vous ai bien compris, vos propos ne visent pas les feux intérieurs. On est vraiment les feux extérieurs. Moi, l'argumentaire, je ne parle pas contre les feux intérieurs, mais vraiment. Et moi, quand j'ai aménagé ici, j'ai acheté la maison en 2020, il y avait un foyer intérieur au sous-sol. Et quand j'ai fait inspecter ma résidence avant de l'acheter, on me dit que c'était pas aux normes, c'était pas sécuritaire. Comme je suis asthmatique, mes enfants le sont aussi, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de feu à l'intérieur. J'aurais pu faire des rénovations, le rendre tout à fait sécuritaire pour notre santé et tout, mais j'ai même pas pris le risque de brûler quoi que ce soit là-dedans. C'était pas assurable. Donc, je l'ai donné sur Marketplace. Quelqu'un est venu chercher, quelqu'un qui l'a amené à son chalet en Gaspésie, je pense. Et c'est devenu un coin Lego pour les enfants. J'ai pas de foyer intérieur. Vraiment, aujourd'hui, ma présence, c'est pour qu'on conserve la permission d'utiliser les foyers avec l'encadrement actuel. OK, je comprends. Alors, on parle de, c'est correct ça, on parle de foyer, extérieur. Oui. Vous avez évoqué, la réglementation, les dimensions, c'est des réglementations qui visent le zonage, qui visent les nuisances, qui visent la sécurité publique, combattre les incendies, etc. Mais vous n'avez pas parlé de réglementation, ou j'ai pas relevé de propos parlant de la réglementation visant à protéger la santé des gens. Est-ce que ça veut dire que vous assimilez que si les règles de zonage sont respectées, il n'y a pas de problème pour la santé, ou bien si c'est un point sur lequel vous ne vous prononcez pas à ce stade-ci? J'en ai parlé.
J'en ai parlé, mais c'est pas de problème. J'ai dit beaucoup de choses, là, mais la fumée, physiquement, elle monte. Elle monte en hauteur. Le plafond est plus haut en été. On n'est pas... en hiver, il y a beaucoup de smog relié à l'utilisation des foyers intérieurs. Reste que c'est pas un phénomène qu'on a observé beaucoup cet hiver. C'est des grands froids, on en a pas eu énormément. En été, le plafond est plus haut. La fumée monte. Bien sûr, partant de grands vents, partant de sécheresse, ben si on m'oblige à ne pas l'utiliser dans cette période-là, il y a la santé aussi là-dedans. Si on parle de grand vent, ça veut dire qu'au lieu de monter, elle se déplace beaucoup latéralement, donc les voisins peuvent être impactés, nous aussi en utilisant le foyer. Donc, si les conditions ne le permettent pas, la Ville peut nous le dire, puis on ne l'utilise pas pendant cette période-là où on peut, si on le fait malgré tout, s'exposer à diverses sanctions qui pourraient être encadrées. Et donc, moi, j'ai pas de crainte pour la santé. Je vous l'ai dit là, que je suis asthmatique et moi, je passe mes soirées assis devant le feu et je tousse pas, j'ai pas de misère à respirer. Puis j'ai pas, je serais pas ici devant vous à vous parler de ça si vraiment ça avait un impact sur ma santé. Je suis celui qui est le plus proche. Je suis assis devant le feu. Alors, je suis en plein air de toute façon. Donc, dehors, on respire l'air, on respire pas la boucane du feu. Et pour les voisins, la boucane elle montait en altitude. Là. Elle est pas chez eux. Là. Il y a l'odeur qui donc, persiste. je vous entends dire qu'en conditions atmosphériques normales, pour vous, il n'y a pas d'impact sur la santé d'un feu extérieur quand il a lieu dans un foyer qui est aux normes avec les cheminées de bonne hauteur. OK, c'est ce que je voulais absolument confirmer. Oui. OK, voilà pour mes questions. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses, M. Parquet? Sinon, merci, Mme la Présidente. Merci. OK, je vois, excusez. Alors donc, merci beaucoup pour cet énoncé très clair et complet. Je vois donc, il est maintenant 15h48. Je vois par ailleurs que Mme Bulmer est avec nous. Madame Bulmer, est-ce que je ne reconnais pas l'origine de votre nom, Leigh Bulmer. Are you speaking in French or English? Je parle anglais, mais je peux parler en français. C'est correct, madame, c'est totalement à votre choix. Mais moi, je veux savoir si je vous adresse en français ou en anglais. Je vais essayer en français. S'il y a des problèmes, je peux demander des choses en anglais. Pour moi, OK, j'ai des foyers à l'extérieur et un foyer à l'intérieur, mais je trouve mais qu'est-ce que le monsieur Louis-Philippe Guy a parlé, c'était comme... Pour moi, c'est la même affaire, plus que la même affaire avec ça. Mais moi, parce que j'ai un foyer à l'intérieur, je veux savoir, pour moi, ma pointe, j'ai pas de 9 points comme ça, là. juste pour dire que la raison que j'ai eue, c'est j'ai acheté la maison en 2006 et c'était le monsieur qui a installé un poêle à l'intérieur parce qu'il a vécu la verglas. Puis c'était vraiment pour un deuxième place pour faire la chaleur, for heating, pour faire comme ça. C'est plus une affaire de sécurité. Il a aussi installé des choses qu'on bypass pour l'électricité, pour avoir une génératrice. Et ça, c'est la raison, là, pour moi, c'est comme d'interdire ça, pour pas avoir ça, c'est comme, pour moi, c'est vraiment la sécurité de quand il y a une panne d'électricité, qu'on a le chauffage quand même. Parce que moi, c'est un foyer, c'est mon électricité vient d'une fournaise électrique et si on a une panne, j'ai aucune place pour chauffer ma maison. Et c'est pour que je sois capable de rester dans ma maison, puis je peux avoir la sécurité de ma maison. Et ça, c'est la grosse chose. Et c'est un bois à bois long. C'est pas un foyer ouvert, là. C'est vraiment pour qui vraiment brûler le bois complètement. C'est pas fait beaucoup de boucans non plus. Et c'est ça. Et c'est ça. C'est plus que c'est pas la facilité juste que le foyer c'est rien que pour la plaisir. C'est vraiment pour une affaire de sécurité. Et je trouve que
oui, c'est fun d'avoir. Moi, là, je l'utilisais pas comme je chauffe pas avec quand il y a l'électricité. C'est comme vraiment de temps en temps pour la plaisir. Et c'est ça. Puis cette année, là, on savait que même quand ça fait vraiment froid, là, il y a Hydro-Québec qui demande qu'on utilise moins d'électricité. Et peut-être ça peut sauver, mais je comprends que je veux pas que tout le monde prenne comme chauffer comme ça comme principal, mais dans les moments que je peux éviter d'aller à une place secondaire parce que je peux plus rester à ma maison parce qu'il y a une panne d'électricité. Et je trouve que l'environnement maintenant, c'est comme il n'y a pas de sécurité. Avec l'environnement maintenant, avec les choses de climat, là, ça peut avoir des choses extraordinaires qui arrivent. Okay. Mais ce que vous avez, madame, parce que ce dont on parle, c'est un foyer, soit un foyer à combustion lente ou un foyer qui est aux normes assez écologiques. Oui. OK, c'est correct. OK. Moi, là, je trouve que oui, c'est important et aussi, c'est vraiment pour ça. Là. Puis, je pense qu'il y a des raisons de servir avec le bois sec, que ça fait moins de. Je brûle pas n'importe quoi là-dedans. Puis, c'est vraiment écologique. Oui, c'est ça. Pour moi, ça, c'est l'affaire. C'est parce que c'est pas bien que. C'est l'idée que je trouve que je suis sécuritaire dans ma maison parce que je sais que s'il arrive quelque chose, que j'ai cette choix-là, j'ai cette option-là pour me sécuriser ma maison. Puis, mais c'est juste que avec la pollution, je trouve que oui, et peut-être la même chose que le monsieur a parlé tantôt, s'il y a vraiment d'avertir des gens qu'il y a trop de smog, là, de pollution, si on peut éviter d'utiliser, s'il n'y a pas une panne, là, c'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est une sécuritaire, c'est un lien, c'est pas comme d'enlever ça, c'est quelque chose de, ça serait comme, moi, j'aimerais pas enlever ça parce que c'est comme, c'est pour la sécurité de ma vie si on perd l'électricité. Vous voyez ça comme un élément essentiel. C'est essentiel au Québec d'avoir accès à un chauffage d'appoint en cas de panne. Oui, c'est ça. Puis même sur la Rive-Sud, parce que tous nos fils sont en haut, là, on a des arbres, là, on peut perdre l'électricité facilement. À Montréal, peut-être dans le centre-ville, là. Mais moi, là, j'étais à Chambly pendant la verglas, puis on a besoin de déplacer. J'ai besoin de placer puis faire quelque chose pour avoir la maison en sécurité pendant ce temps-là. Et ça, c'est la chose. Et pour comme et à propos, parce que je trouve qu'il y a des gens qui font les feux autour de moi aussi, mais c'est juste que peut-être s'il y a des problèmes de ça, mais comme si c'est une haute ça fait un problème pour la santé des gens dans l'air, là, c'est comme, on a besoin comme parler de, OK, maintenant, c'est pas le temps pour faire des feux comme quand il n'y a pas de raison comme ça. OK, ben je vous remercie beaucoup de ces propos. Alors, au début de votre intervention, vous avez semblé appuyer les propos de M. Guy en ce qui concerne les feux extérieurs. J'ai bien compris? OK. Puis pour les feux intérieurs, vous nous dites que c'est essentiel d'avoir du chauffage d'appoint. Vous acceptez qu'il y a des contraintes en cas de smog ou s'il y a des problèmes de santé. Mais je n'ai pas entendu beaucoup de détails par rapport au type de réglementation, aux normes, etc. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce niveau-là? C'est quoi, tu parles des normes? Comme... Les normes des foyers, parce que en ce moment, pour installer un foyer à l'intérieur, OK, c'est essentiel d'avoir, si quelqu'un qui installe un foyer neuf, quand c'est un foyer, genre acheté, là, les foyers installés après la construction de la maison, bien là, il y a quand même des normes du gouvernement qui doivent être
qui doivent être respectées, ou en tout cas, la ville peut exiger que le foyer rencontre certaines normes, là, que ça brûle efficacement, puis tout ça. Est-ce que vous avez des opinions là-dessus? Mais pour moi, c'est important que ça brûle comme il faut parce que moi aussi, je veux pas le boucan dans mon quartier non plus. Et je sais pas exactement c'est quoi pour moi, j'ai eu une visite de la pompier quand j'ai vérifié mon poêle à bois avec un pompier, il m'a dit c'est correct, puis je nettoie à chaque année. Okay. Je prends soin à ça, puis je l'ai dit à mes assurances, mais c'est une responsabilité de faire attention avec ça. Et si peut-être il peut avoir, parce que je trouve que c'est une chose essentielle pour avoir des informations, si des gens ont besoin d'avoir comme est-ce qu'on a besoin, c'est quoi ce qu'on a besoin avec ça, c'est important de faire attention, avoir quelqu'un qui vérifie, parce que moi, là, c'est peut-être avoir, c'est comme pour mes assurances, j'aimerais avoir une chose que oui, j'ai nettoyé parce que c'est comme, je veux suivre de s'occuper de mon foyer comme il faut, là. C'est important pour tous les gens faire ça. Parce que s'il y a trop d'accumulation des choses dans le cheminée, c'est des problèmes. On peut faire les mêmes choses pour savoir ça. Parce que je trouve que c'est pas à la ville de faire comme des méchants. T'es là pour faire des règlements, pour faire soin à tout le monde. T'es comme pour faire que c'est sécuritaire, qu'on n'a pas de problème de feu, on n'a pas de problème de santé, des choses comme ça. Okay. Je trouve que c'est important. Mais de ne pas comme enlever, comme je ne sais pas, à Montréal, des fois, il dit, OK, tu peux, c'est ça, d'avoir des bonnes des choses, il faut faire ça dehors. Et aussi, à propos des feux dehors, j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il y a des façons de fabriquer des foyers sans fumée aussi. Là. Peut-être si la ville doit savoir les techniques, les choses comme ça, de faire des conseils des gens parce que tu peux faire comme chose de base, mais tu fais des trous puis ça brûle trop vite pour faire de la fumée. Peut-être faire la recherche avec ça aussi. Parce que c'est sur YouTube, mais moi, là, je ne suis pas expert en ingénieur, là. Peut-être l'autre monsieur, peut-être, mais mais il y avait quelqu'un qui fait ça. Puis pour moi, ça, c'est la chose qu'on ne veut pas. On ne veut pas la fumée. C'est la fumée, et aussi des sparks, là, ça, c'est un problème aussi, mais si c'est comme ça, là, on peut avoir, c'est un plaisir. Et je suis avec il a vraiment parlé bien que c'est relaxant, c'est tout ça, mais même à l'intérieur aussi, c'est la même chose. C'est vraiment distressant, puis c'est fun d'avoir tout ça aussi, mais c'est toujours un balance avec le respect des gens aussi, puis la santé, puis la sécurité. Mais la solution, c'est pas non, c'est ça. OK. Ben, merci beaucoup. Vous nous avez parlé de bien des choses. Est-ce que mon co-commissaire a des questions? Oui, deux courtes questions. Je veux bien comprendre, Mme Balmer, est-ce que c'est à la suite du verglas que vous êtes mis à la recherche d'une maison dans laquelle il y aurait un foyer? Non, j'ai pas. Non, j'ai besoin comme moi, j'avais pas un foyer à ce moment-là, mais j'avais un voisin qui avait un foyer. Et c'est lui qui a s'occupé de nos maisons pour vérifier, mais il y avait comme un foyer. C'est à l'an, mais c'était comme tu peux cuire là-dessus. C'était assez bien pour chauffer sa maison. Il a installé. Moi, j'étais pas capable d'avoir parce que j'ai besoin d'aller au Montréal. Puis après ça, je suis allée Pointe-Claire pour notre oncle parce qu'on saute à tout le monde qui a de l'électricité, puis on a toujours retourné à la maison à Chambly pour vérifier que ça va bien. C'était difficile et je trouvais que c'était une bonne chose que j'avais ça ici.
Puis, et c'est un poêle à chauffe lente, puis c'est combustion lente. Ouais, c'est très bien, là. C'est la raison, c'est pas la même chose quand c'est un foyer ouvert, là. C'est pas ça. Est-ce que vous faites des feux extérieurs, vous? Un peu, pas beaucoup. J'accueille comme tu fais quand j'ai des visites, peut-être 4 fois la saison, quelque chose comme ça. Des fois à l'extérieur. J'ai un petit foyer avec un cheminée dehors. C'est ça. OK. Vous avez un foyer extérieur dans lequel vous pouvez le faire. Oui, c'est ça. Puis j'ai écouté les règlements aussi. C'est ça. Et moi, je trouve mais pour moi, je prends mon mot pour penser à moi. Si je trouve que c'est trop venteuse ou quelque chose comme ça, moi, je dis non, là, je fais ça que c'est respectueux. C'est serein, certain. D'accord. Merci beaucoup, madame. Okay, ça fait le tour de mes questions, madame la présidente. Ben, je vous remercie beaucoup. Pour ma part, je pense que c'était assez clair. Vous mettez l'emphase sur la sécurité et la santé. Et au niveau des nuisances, j'ai compris que c'était les fumées, les étincelles, etc. Encore beaucoup des questions de santé et de sécurité. Et je note que vous avez également mentionné beaucoup que vous appréciez les bienfaits anti-stress et de convivialité et d'ambiance des foyers, mais surtout pour vous, ce que je pense qui est le plus important, c'est l'impact, en fait, pour vous préserver de ce qui est arrivé pendant le verglas. C'est très, très défensif et vous nous donnez cet argument là, de façon très, très prononcée. Alors, je vous remercie. Je vous remercie également d'avoir mis l'emphase sur toute la question de l'entretien annuel, etc. C'est des choses qui peuvent donner des pistes. Mais autrement que ça, je pense que vos propos ont été très, très clairs. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Non, c'est tout. Juste pour savoir que ça prend combien de temps? C'est quoi les autres phases de ça? C'est avec cette information-là, puis... Oui, il y a 3 autres séances. Les autres séances, ça va être, vous pouvez venir en personne voir, ou bien ça va être après la séance, là, il va y avoir une diffusion où ça va être possible de regarder le vidéo sur le site web. Alors, si vous voulez entendre ce que vos concitoyens ont à dire. Et un coup qu'on va avoir entendu les gens, et également, il y a des possibilités de donner des opinions écrites, soit en remplissant un petit questionnaire qui est sur le site web ou en déposant carrément un mémoire, un rapport, une lettre, si on veut. Et il y a déjà au-delà de 300 personnes là, qui ont répondu au questionnaire. Alors, nous, on va prendre tout ça en compte, on va faire le relevé de qu'est-ce que c'est qui a été dit, on va faire plus un résumé ou si on veut un inventaire de qu'est-ce que la population a dit, parce que c'est ça notre mandat, de dire à la ville ce que pense la population. Et à partir de ce qui nous a été dit, on va également formuler des recommandations pour les suites à donner. Mais nous, on n'a pas de pouvoir décisionnel. C'est la ville qui va, c'est les instances de la ville qui vont apporter les règlements, mais ils ont l'intention en tout cas, de prendre en compte ou au moins d'écouter ce que les citoyens ont à dire. Et nous, notre mandat, c'est d'être un peu les porte-voix du citoyen. Alors, il vous reste jusqu'au 24 mars si vous voulez ajouter quelque chose. Vous pouvez le faire sur le site web et vous pouvez envoyer ça par la poste à l'Office de participation publique. Là, c'est case postale 99038 à Longueuil, etc. Et puis, si vous voulez rester informé des activités de l'Office, bien, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. Vous avez juste à aller sur le site de l'Office, puis il y a moyen de s'inscrire à l'infolette, puis ils vont vous dire là, toutes les étapes subséquentes là, que notre processus va franchir. OK.
OK, mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir et je vous remercie de votre participation, pardon. Alors, à tous nos intervenants, M. Drapeau, Chainé, Veilleux, Guy et vous, Mme Bulmer, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler cet après-midi. On a pris des notes, on a eu l'occasion de poser des questions et on tient à vous assurer que tous vos propos là, seront considérés avec le plus grand sérieux dans les prochaines étapes de notre rapport. Donc, ceci met fin à la séance de ce soir et je vais inviter Mme No, s'il vous plaît, à mettre fin à la séance Zoom pour tous. Et j'invite les membres de la commission peut-être à se rebrancher pour qu'on ait une petite discussion. Après. Marguerite, il y a juste le droit de rectification peut-être. Oh, excusez, oui, merci beaucoup. Oui. Est-ce que des représentants de la Ville aimeraient exercer leur droit de rectification? Pas sûr qu'il y a eu des... Madame Bilodeau, vous pouvez ouvrir votre micro juste pour répondre, oui ou non? Je m'excuse, j'ai essayé de voir, ça ne fonctionnait pas. Donc, non, moi, de mon côté, là, dans ce qui est les éléments qui ont été mentionnés, évidemment, je n'avais pas de rectification à faire. Bon, alors, je vous remercie et merci, Mme No, de ce petit rappel de ma part. Donc, sur ce, merci tout le monde, tant les représentants de la Ville qui ont écouté. Merci à nos participants, merci à l'équipe de l'Office et à mon co-commissaire Jean Paré. Et sur ce, on met fin à la séance de cet après-midi 13 mars. À la prochaine.